Allez, on passe au top 11. C'était le 2 novembre dernier. L'invité était Stéphane Alix. Il a enquêté 15 ans sur l'après-vie. Et selon lui, la mort n'existe pas. Laura l'accompagnait d'ailleurs sur le plateau pour témoigner de son expérience de mort imminente. Son témoignage est dingue. Lors de vos études, vous avez rencontré des cas de mort imminente. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce que c'est vrai que ça passionne les gens et ça nous passionne et ça nous intrigue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Il paraît qu'il y a l'histoire de l'homme et de son dentier. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est un des cas de témoignage qui a été rapporté dans une étude scientifique publiée dans une revue qui s'appelle The Lancet. C'est un monsieur qui est arrivé aux urgences dans le coma. Il était cyanosé, donc bleu. On a tenté de le ranimer. L'équipe s'est acharnée à essayer de le ranimer parce qu'il était assez jeune, donc il s'est dit on a peut-être une chance de le ramener. Et l'infirmière qui a essayé de l'intuber a vu qu'il avait un dentier, donc elle a enlevé l'appareil dentaire, elle l'a intubé. Et quand il s'est réveillé, il dit mais où est mon dentier? Et personne ne trouvait le dentier. Et puis une semaine à peu près après son admission, l'infirmière qui l'avait intubé et qui était partie en congé est revenue à l'hôpital. Et quand il la voit arriver dans sa chambre, il dit c'est elle qui sait où est mon dentier. Pendant que vous étiez en train de me ranimer, je vous ai vu enlever mon dentier, j'étais au plafond, je vous ai regardé, je vous ai vu le mettre sur un chariot de secours et je vous ai vu m'intuber et me sauver. Donc il est... Comment expliquer que des personnes qui sont dans un état comme ça, avec un cerveau qui fonctionne plus du tout ou très mal, puissent décrire des choses qui se passent dans une pièce à côté, dans un bloc opératoire, et des cas comme ça, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 10, il y en a des centaines de milliers. En s'imaginant que le cerveau fabrique la conscience, parce que ça c'est la grande thèse que je démontre dans le livre, on vit comme s'il était une évidence que notre cerveau fabrique notre conscience, que notre cerveau fabrique qui nous sommes. Or, quand le cerveau ne fonctionne pas, 20% des gens ont une expérience de grande conscience. Une âme, c'est la preuve de l'âme, en fait, cette histoire. Alors, selon vous, que se passe-t-il pendant que quelqu'un décède? On change. Il y a une forme de continuité. Il y a un maître spirituel tibétain qui m'avait donné cette image assez parlante. Il m'a dit, vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? Vous êtes dans votre lit, vous fermez les yeux, vous êtes conscient, puis à un moment, vous perdez connaissance et vous vous réveillez, vous êtes en train de rêver, vous êtes dans votre rêve. Vous ne savez pas que vous rêvez, vous ne savez pas que vous êtes endormi, vous êtes dans une nouvelle réalité, celle du rêve. Il y a une forme de continuité. Les scientifiques parlent de continuité de la conscience. Il n'y a pas d'arrêt. Justement, on a Laura Blanchon qui est avec nous, qui a vécu une expérience de mort imminente. Vous allez entendre son histoire et elle est incroyable. Vous avez eu une méningite foudroyante. Oui. Vous êtes resté 10 jours dans le coma et vous êtes finalement miraculeusement revenu à la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience de mort imminente? Parce que les téléspectateurs, quand vous allez rencontrer, elle va vous raconter ça. C'est vrai que c'est incroyable. Lorsque je suis tombée dans le coma, j'ai vécu une sortie de corps. C'est-à-dire que le souvenir que j'ai en me réveillant du coma, c'est de me voir au-dessus de mon corps, de voir les machines, mon frère, mon père. Je pouvais tout resituer dans la pièce et je pouvais même dire ce qu'il m'avait dit. Alors qu'à ce moment-là, l'électroencéphalogramme, il était plat, donc pas d'activité cérébrale. Vous avez vu le grand-père de votre mari et sa maison alors qu'elle ne vous connaissait aucun des deux? Les souvenirs de ce rêve-là que je raconte, je décris le grand-père, la maison, les arbres, le poulailler. Je peux tout vous situer comme on se souvient d'un rêve. Et en parlant avec ma famille, ma belle famille de mes rêves, ma belle famille me dit en direct, tu racontes la maison de chez Pépé. C'est fou. Donc mon beau-père m'a emmené dans cette maison à 4 heures de chez moi. Et on retrouvait tout au même endroit. Il manquait une chose, c'était un seul pleureur qui était dans mon rêve et qui n'était pas dans le jardin. Et mon mari m'a emmené et il y avait une souche d'arbre. Et il m'a dit quand j'étais petit, il y avait un seul pleureur à cet endroit. Vous vouliez plus revenir, c'est ça qui est fou. Ouais. Vous êtes jamais senti aussi bien. Ouais, il est total. Et en plus, tu penses même pas à tes parents ou à ton copain que tu as laissé. Tu penses plus qu'à toi. C'est très égoïste, mais plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Juste... c'est un bien-être total. Allez, c'est parti pour le top 10. Le retour de Secret Story a donné une petite idée de séquence à Cyril. Le secret des chroniqueurs. Et il y en a qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc j'ai joué dans une sitcom. Pour moi, il n'y a plus aucun doute. C'est Benaïm. Vrai ou pas? Vous me connaissez tellement bien. Mais non, sur le doigt des pieds. C'est une nouvelle expression. Alors, dites-moi. je ne savais même pas. On a un petit extrait si vous voulez. Vous avez joué dans quoi? Est-ce que vous pouvez le dire aux téléspectateurs? Vous connaissez ma passion pour la philosophie? Oui. Donc la philo selon Philippe. Bien sûr. Exactement. Elle a joué dans la philo selon Philippe. Produit par 1995. AB Productions avec mon ami Jean-Luc Azoulay, que j'embrasse fort. Voilà. Et regardez Benaïm dans la philo selon Philippe. Benaïm, actrice. Là, c'est la Benaïm. Vous allez voir, là, c'est la Benaïm du 7e art. Voilà. Vous nous rejoignez à 19h17. Regardez, c'est pour vous. Je veux bien. Salut. C'est gentil de passer me voir. Je voulais savoir si ta première journée s'était bien passée. Entre.
artificiel avec les équipes, on s'est amusé à faire ça, voilà. Donc, voilà. Benaïm, tu sors. C'est des vrais. Ah, j'ai eu une aventure avec le fils d'un animateur célèbre. Donc le fils, déjà, ça doit être un animateur vieux. Parce qu'il voit un fils qui est, voilà. Jean-Michel, t'as pas de fils? Si. Bah, j'ai un fils, moi. Ouais, mais t'es pas animateur. Donc voilà, c'est vous, je suis sûr. Mais non. Je le dis? C'est vous? Ouais. Mais non, Ah ouais. le fils de qui Le fils de qui? De Léon Zitrone. Alors attends, parce que c'est le fils de qui? Léon Zitrone. Je peux pas. Non, mais attends, c'est pas tu nous dis qui c'est ou bien on arrête tout de suite l'émission, rideau, terminé. Ce sera de ta faute. C'est quelqu'un de la période Zitrone, Guy Lux et tout ça. C'est qui? Et non, je peux pas, j'ai précisé, je peux pas. Non, on s'est caché. t'es malade ou quoi? Vous savez, alors, je peux vous donner la circonstance, on travaillait circoncision. ensemble et on a fait crac-crac dans un placard au bureau. Non. Et c'était pour se cacher. Dans le placard, et personne n'a vu. Tranquille, il y a des mecs qui travaillent tranquille. Derrière le placard. J'ai failli casser la gueule à un ex-animateur de TF1. Donc là, il faut un bagarreur, il faut un baroudeur. Il faut un castagneur. Un castagneur. Le seul castagneur qu'on ait autour de la table, c'est lui. J'ai failli, c'est lui. Je réponds. C'est bon? C'est moi. Là, je disais une connerie en plus. C'est toi? Ouais. Toi, t'as failli. Bah, si, lui, j'ai failli. Non, failli parce que j'ai menacé quelqu'un, si vous voulez. Je vous Parce explique. que là, je pense qu'on va rigoler. Là. Non, je vous explique. Tu l'as menacé de quoi? De faire des muets? Quand j'ai été viré de TF1 à la suite de mes déclarations sur Vidéogag. Par contre, tu nous dis qui c'est l'animateur. Je suis sûr que je vais le dire. Et sur TF1 et tout ça. Donc, j'ai été viré, on me remplace forcément. Bah oui. Et puis, ça m'était égal de qui on met à ma place, parce que de toute façon, au revoir, merci. Bon, on met Sébastien Follin, qui est d'ailleurs un garçon très sympathique. Pas de problème avec lui, sauf que première déclaration de monsieur qui commençait à être connu, puisque Vidéogag quand même faisait 10 millions de téléspectateurs, il dit, premier truc qu'il dit dans la presse, ouais, j'espère ne pas finir aigri comme Bernard Montiel. Nadine Mouk. Alors là, ça m'a énervé. Moi qui suis aimable, je l'ai appelé, je lui dis espèce de tu dis encore un mot sur moi, je te promets, je débarque et je te trouve. Je sais où est le studio, voilà. Et lui, très gentil, il a été vachement gentil. Il dit non, mais excuse-moi, tu sais, j'ai pas vraiment dit ça. Mais si ta mère t'a dit ça, allez, ça va. Alors, je suis très en colère. Et donc, c'est vrai. J'ai fait fermer un restaurant malgré moi. C'est pas Guillaume, ça? Non. Non, c'est quoi? C'est Raymond. C'est Raymond. Sûr. Il y avait un problème de toilette. En fait, j'arrive à un restaurant à Bercy, il était 11h, j'avais fini ma tournée, je vais pour aller aux toilettes et les deux toilettes sont fermées. Et j'ai dit, mais moi, comme je suis plus malin que tout le monde, ils ont fermé les deux toilettes, ils doivent être en train de laver, je sais pas quoi, je vais dans les toilettes où il y a le personnel, où il y a les vestiaires. Et j'y vais, comme fin de journée, j'avais beaucoup travaillé, je m'assois. Je dégage tout, je fais la vidange. C'est et je me lève et je pars. Et je vais au bar et je dis, tiens, tu te laves pas les mains? mais si, mais je me lave les mains, je m'essuie, bien entendu. Je demande un vitellement. Je demande un vitellement. Bah oui, c'est important. Parce qu'après, C'est important. C'est vraiment un truc de fou. C'est sûr, parce que si après on prend les empreintes ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc de fou. Donc je tire la chasse et tout, je demande un vitellement. Et là, il y a une odeur de malade qui ressort dans tout le restaurant. Non. Je fais waouh. C'est violent que j'ai fermé la porte ou pourtant j'ai sûr que j'ai fermé la porte. Et en fait, ils étaient en train de réparer la fosse septique et il fallait pas se servir des toilettes et moi je me suis servi des toilettes. J'ai tout fait remonter dans le restaurant. Ça a commencé à couler sur la moquette. J'ai appelé le patron, j'ai dit dis-moi, il y a un gars qui a été aux toilettes là, faut trouver le mec. Et en fait, j'ai balancé tous les mecs du personnel. J'ai dit ça, c'est un mec qui a été dans les toilettes du personnel, faut que je le trouve, on le cherche ensemble. Donc Michel, je m'excuse, en fait les toilettes c'était moi. Ça fait longtemps. Il nous regarde, je le regarde et le restaurant a fermé. Le restaurant a fermé à 11h30 jusqu'au lendemain. Il n'a même pas pu faire le service du soir parce qu'il fallait tout nettoyer, la moquette et tout.